seconds intervenants, deuxièmes intervenants. Il s'agit donc d'Alexia Fabre, qui est la conservatrice en chef du McVal, donc à Ivry, qui est un musée absolument... À Vitry. À Vitry, qui est un musée formidable. Et on prend d'ailleurs un bus à 3 chiffres à la Porte d'Orléans. Quel bus on prend pour venir chez vous? Alors, on part de la Porte de Choisy et on prend le 183. Voilà. Et vous êtes avec Franck Lamy, avec lequel vous avez l'habitude de travailler, et qui est critique d'art et commissaire indépendant. Alors non. Plus si indépendant que ça, puisque je suis chargé des expositions temporaires au McVal depuis 8 ans maintenant. Donc plus d'indépendance. Et ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Qui dataient, alors. Il faut pas m'en vouloir. Je ne me trompe pas en disant que vous avez été donc les directeurs artistiques des Nuits Blanches en 2009 et en 2011. Alors peut-être dire un mot quand même de vos formations, parce que je vois qu'il y a dans la salle beaucoup de gens jeunes qui nous écoutent. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'espace public, aux choses de l'art et puis ensuite nous dire comment vous avez conçu une fête à l'échelle d'une ville comme Paris. Et je parle naturellement des Nuits Blanches. Mais d'abord, qui êtes-vous, en quelques mots? Donc nous sommes tous les deux historiens de l'art. Moi, j'ai fait l'école du Louvre et puis j'ai réussi le concours de l'École nationale du patrimoine il y a presque 20 ans déjà. Oui. Voilà, donc grâce à ça, j'ai pu commencer à travailler dans les musées et j'ai pris la direction de ce projet de musée qui n'existait pas et qui était bien suspendu toute fin 1998. Voilà, donc pendant des années, on a travaillé à l'édification de ce projet qui évidemment s'est construit dans la question de la différence, puisque c'est pas l'objet aujourd'hui, mais évidemment c'est un musée qui apparaissait tout près géographiquement des grands musées parisiens et nationaux. Quoique. Mais éloigné de Paris quand même dans la pratique, et justement qui était destiné à tous ceux qui ont tant de mal, de difficultés d'ordre technique, pratique ou culturel à franchir, à rejoindre Paris. Voilà, le musée a ouvert maintenant il y a presque 7 ans, donc à Vitry-sur-Seine. Ça a l'air très loin, mais je vous assure qu'en fait c'est vraiment, vous le disiez, une encablure. C'est rien. Voilà. Absolument. Voilà, donc nous, notre territoire aujourd'hui, c'est le territoire de la banlieue. Voilà, alors... Donc, une fête à l'échelle de la ville. Comment est-ce qu'on reçoit la commande? On la reçoit avec grand honneur et avec grand plaisir. Puisqu'il faut le rappeler quand même, chaque année, les directeurs artistiques de Nuits Blanches changent et sont invités donc, par Bertrand Delanoë et Christophe Girard. Et voilà, donc c'est évidemment un honneur et c'est une forme de reconnaissance quand même de ce qu'on a fait avant, enfin tout ça, quoi. Donc c'est avec grand plaisir qu'on est parti dans cette histoire. Oui, mais c'est juste énorme, quoi. Hein. Oui. Et j'imagine, pour reprendre ce que disait Emmanuel tout à l'heure, que si Nuits Blanches est aujourd'hui devenue, puisque c'était sa 10e édition l'année dernière, ce seront donc ses 10 ans à la prochaine édition, donc c'est devenu une forme de rite. Mais je pense qu'effectivement, la question de la différence, du renouvellement, de la proposition de faire du neuf à chaque fois à partir de quelque chose, la ville et dans le fond la dimension artistique sont déjà données. En fait, c'est par l'invitation de commissaires différents chaque année. Donc, il y a eu des Nuits Blanches art contemporain à l'origine, avec Jean Blaise, mais il y a aussi eu des Nuits Blanches plus de l'ordre du théâtre, du spectacle vivant, du numérique, de la musique. Voilà. Et donc, à chaque fois, ce sont des propositions différentes grâce à l'invitation de profils singuliers. Alors, carte blanche pour Nuits Blanches ? Oui, carte blanche. Alors avec une vraie carte blanche et une vraie confiance et un vrai soutien dans une vraie liberté dans la construction du projet artistique, avec comme contrainte, mais qui n'était pas véritablement une contrainte, pour nous de recentrer Nuits Blanches sur l'art contemporain. C'était plutôt simple puisque c'est un peu notre cœur de métier, donc pour nous c'était plutôt facile. Facile. Je veux dire, il y avait pas on nous a pas demandé de faire des spectacles de marionnettes. Voilà ce que. Voilà. Mais c'était pas gagné du côté du public, hein, l'art contemporain. Je crois que... Alors nous, on a été très étonnés, et on peut le dire, puisque c'est une expérience assez consolidée, puisqu'on l'a réalisée 2 fois, que justement, le public est assez acquis et déjà assez conquis d'avance. Voilà. Justement parce que c'est une manifestation éphémère, parce que c'est one-shot, c'est un rendez-vous unique, on ne peut pas se rattraper, il n'y a pas 3 mois pour voir une œuvre dans une exposition. Justement, moi j'ai été toujours très très surprise de voir le public au rendez-vous. Alors Emmanuel le disait, c'est un événement extrêmement médiatisé, mais je crois qu'au-delà de ça, il est devenu véritablement un rendez-vous. Il est inscrit dans les calendriers, il y a une attente, il y a un désir, et ce qu'on assiste, c'est que chaque année, il y a toujours plus de monde.
Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que justement, ça n'est pas un événement clivant. Donc c'est un événement qui rassemble, c'est la commande de faire quelque chose de très populaire et que les gens se comportent comme tels. Pour une nuit, ils deviennent de vrais amateurs d'art contemporain. Alors après, je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas tant d'analyses. Curieux en tout cas, curieux. Amateur. Amateur pour faire la queue pendant 2 heures pour entrer au Jardin du Luxembourg, pour attendre 4 heures du matin pour pouvoir voir la pièce de Christian Boltanski au Théâtre de l'Atelier. Il faut sacrément aimer, il faut avoir un sacré désir. Et même à l'inverse, ça crée pour nous, je trouve, une pression terrifiante de se dire qu'il y a tant d'attentes, tant de désirs et aussi peut-être des chances d'être déçus. Voilà. Et pour revenir sur ce que vous disiez, ça fabrique des attitudes ensemble. Les gens se regardent. C'est une rencontre avec l'art, mais c'est aussi des rencontres de public. Et on voit les gens, oui, je pense, se transformer, devenir pour une nuit quelque chose qui n'était peut-être pas à l'origine, ou en tout cas pas dans le quotidien. Alors, quelle a été votre géographie parisienne ? Comment est-ce qu'on débusque les lieux ? Quel travail de repérage ? Comment ça se passe ? On a fonctionné un peu de la même manière les 2 années où on a donc opéré pour Nuit Blanche. Pour nous, c'était puisque donc on travaille dans un musée. Donc un musée, c'est un lieu qui a des murs, qui a qui a une équipe, qui a des murs, qui a des contraintes spatiales. Et donc pour nous, d'un seul coup, c'était une espèce de grand terrain de jeu qui s'ouvrait. On a une ville. On nous a donné une ville. Les grands espaces. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc on a d'abord commencé à se remémorer nos souvenirs, à parler de ce qu'on aimait dans Paris, de ce qu'on avait, des bâtiments, des lieux, des autres Nuits Blanches évidemment. Et puis on a fait plein de repérages et on a sillonné Paris dans tous les sens pendant plusieurs mois avec l'équipe de Nuit Blanche et avec 6 mois de repérage. Plusieurs mois, oui, il y a eu plusieurs mois de repérage. Et vous avez fait des trouvailles ? Alors, on a fait des tas de trouvailles. Quelque chose qui nous semblait important, qu'on a posé quand même, avant de définir les différentes géographies des 2 éditions, quelque chose qui nous semblait important, parce que nous en avions souffert, nous, pendant les éditions précédentes, c'était justement d'essayer de trouver des géographies à taille humaine, ou plutôt à l'échelle du piéton. C'est-à-dire de définir des quartiers. On ne prend pas tout Paris, c'est impossible. Enfin, voilà, on n'en a ni le temps, ni les compétences, ni les moyens financiers. Voilà, donc on a défini à chaque fois des quartiers différents, des quartiers qui n'avaient pas été révélés par les autres Nuits Blanches. On a pris les creux comme ça. Mais surtout, c'était cette idée d'avoir des lieux qui pouvaient se visiter en restant à pied. Voilà, créer des grandes promenades dans Paris, certaines pouvant se rejoindre ou pas, mais c'était vraiment cette idée de rester à l'échelle du piéton, de la promenade nocturne. Donc pour l'édition 2009, on avait articulé la programmation autour de 2 jardins assez emblématiques et tout à fait différents du paysage parisien. Donc au nord, les Buttes de Chaumont et au sud, le Jardin du Luxembourg. Donc 2 quartiers de Paris et 2 typologies, 2 typologies complètement différentes. Et donc à partir de ça, c'était vraiment de ces 2 ancrages. Comme ça, on a essayé de rayonner autour de ces centres comme ça. Et puis pour 2011, on est plutôt parti dans l'idée d'être sur une longue promenade qui irait de Barbès plutôt de Anvers au Jardin des Batignolles, merci, et puis de Montmartre à la Nouvelle-Athènes. Donc un quartier, encore une fois, différent, qui n'avait jamais été investi par Nuit Blanche. Des villes presque différentes, des ambiances. Des paris différents. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Par exemple, sur un terrain militaire. Alors, je crois que vous avez une belle histoire avec des canards. Avec les canards. Alors, c'est peut-être pas les canards tout de suite. D'abord, ça va être les militaires. Ne commence pas par les canards. Voilà. Non, ce qui nous intéressait aussi, c'était dans le fond, vous l'avez dit, c'est un événement, c'est une manifestation, c'est un caractère événementiel, voire festif assez fort. En même temps, la commande vraiment de la mairie était dans l'exigence. Voilà, on ne nous a jamais demandé de faire du populaire pour faire du populaire. Donc, ce qui nous intéressait, parce que c'est notre métier, c'est de faire rencontrer les œuvres et le public. C'est d'être dans l'exigence, mais une exigence d'une certaine façon préhensible, évidente. Voilà, donc on a essayé de trouver, pour revenir à la géographie, des situations géographiques différentes pour les œuvres, des jardins, des points de vue, des choses plus intimes. Donc ça, on vous le montrera petit à petit. Mais aussi de réfléchir à cette question, du spectaculaire. Voilà, du spectaculaire. Alors, justement, avec Michel Debrun, on y est. C'est le Luxembourg, là, hein ?
Oui, c'était au Jardin c'est du de Luxembourg, Sénat, et c'était une commande qu'on avait passée à Michel Debrun, et donc qui a réalisé cette pièce qui s'appelait, alors qui est en train d'être installée, mais qui s'appelait la fiancée de la Tour Eiffel, et qui détient le record du monde de la plus grosse boule à facettes jamais produite, puisque ça faisait 8 mètres de diamètre. Enfin, c'était un truc énorme avec une grue. Enfin bon, l'image est assez parlante. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la spécificité de Nuit Blanche, c'est-à-dire que tu le rappelais, il y a cette exigence, cette exigence est de ne pas tomber dans du spectaculaire mais populaire. Exigence pour le plus grand nombre. Pour l'exigence pour le plus grand nombre, mais aussi, c'est évidemment très différent. Nuit Blanche, ça n'est pas une exposition. On ne sait pas à qui on s'adresse. On ne sait pas à qui on s'adresse dans un musée, mais a priori, les gens qui vont dans un musée sont plutôt il y a une démarche. Enfin, il faut aller vers le musée. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt en demande ou qui sont plutôt bienveillants. Enfin, qui savent qu'il y a une démarche volontaire. Nuit Blanche, on ne sait pas du tout à qui on s'adresse. Ça peut être le passant, ça peut être effectivement des aficionados, des gens qui font ça très régulièrement et tous les ans avec un parcours extrêmement organisé. Du coup, on ne peut pas travailler de la même manière. On ne sait pas non plus, dans une exposition, on peut contraindre le parcours, on peut décider qu'il y a une entrée, on peut baliser, etc. Là, on ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens vont voir, et on ne sait pas non plus si... donc il faut penser en même temps un projet global, et en même temps une accumulation de projets singuliers et autonomes, et qui tiennent. Voilà, donc c'est juste pour faire la différence avec le travail qu'on fait au quotidien et la spécificité de la programmation de ce type d'événement. Et donc, pour créer des projets singuliers, évidemment, nous avons beaucoup travaillé, les autres ont fait certainement différemment, mais sur l'esprit des lieux. On a beaucoup travaillé sur la question du dialogue avec les lieux. Alors, vous parliez tout à l'heure de transgression. On était plutôt dans le dialogue, dans la réaction, dans une forme peut-être de débordement, mais voilà, ça n'est qu'une nuit. Et on s'invite, pour ne pas dire, on s'impose quelque part parfois. On va en parler. Voilà, donc on a essayé de beaucoup travailler sur cette question de la résonance avec l'esprit des lieux, mais en s'ancrant véritablement dans le lieu. Donc là, on avait invité Michel Debrun, qui est un artiste québécois, à intervenir dans le Jardin du Luxembourg. Et dans le fond, lui, cette œuvre, certainement, symbolise le mieux cette idée de nuit blanche qui ne dure qu'une nuit, qui travaille beaucoup sur la visibilité, sur une forme de côté spectaculaire. Et donc, il avait installé cette immense boule à facettes qui est certainement un des symboles les plus forts de la fête et de la fête nocturne au cœur du jardin. Alors, ça n'a pas été simple. Pourquoi ? Parce que nous avons découvert en cours de route que le Jardin du Luxembourg, qui appartient, vous le savez, donc au Sénat, devient la nuit un terrain militaire. Voilà ce que nous ignorions complètement et qu'on a appris finalement assez tard. Alors c'est assez drôle parce que finalement cette boule est éclairée par la DCA. Voilà. Alors ça a été quand même pour le coup assez compliqué parce qu'ils nous ont aidés, ils étaient très heureux et on s'est très très bien entendus. Mais du coup, c'est un endroit où les hélicoptères doivent pouvoir se poser en pleine nuit. Enfin voilà, il doit pouvoir s'y passer des tas de choses. Et du coup, ils nous ont terriblement réduit la jauge, et ça, on l'a appris tard. Et vous voyez, nous l'aurions appris plus tôt, on n'aurait pas créé un projet aussi spectaculaire, parce que voilà, ils se voyaient un peu de loin, les gens voulaient venir, et voilà, les gens ne pouvaient pas entrer à la vitesse que nous espérions. Mais voilà, on a appris quand même quelque chose de très intéressant sur un terrain de Paris. Et nous aussi. On voit bien les reflets donc, sur le palais des sénateurs. Alors là, donc c'était tout à côté du Jardin du Luxembourg, puisqu'il s'agissait de l'intervention ou de l'occupation par Éric Duykertz, donc artiste belge, qui vit en France depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc on avait invité Éric à investir l'école normale supérieure. C'est un artiste qui travaille sur le langage et sur le savoir, et sur, donc à travers de formes qui sont des performances, et des performances qui miment ou qui rejouent les codes de la leçon, de la table ronde, du professeur. Donc il a fait une performance qui a duré toute la nuit, où il a parcouru, déambulé dans le savoir, et en faisant une série une leçon de 12 heures. C'est rue d'Ulm, ça. Hein. C'était rue d'Ulm. Et pas de problème pour entrer, bien sûr. Bien sûr que non. Non. Mais donc évidemment une jauge tout à fait réduite et une typologie de lieu complètement différente du grand espace du Jardin du Luxembourg.
Alors, dans l'autre coin, puisqu'on est toujours sur l'année 2009, dans un autre quartier, donc c'était les Buttes-Chaumont, donc un quartier très populaire. Ça nous intéressait aussi, et l'année d'après également, de travailler sur des typologies aussi d'habitants, de populations très très différents. Donc un projet de Noël Dolla. Alors là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi on l'a mis là, parce qu'il n'a pas été compliqué du tout à faire, ce projet. Ben oui, mais... Il n'y a pas eu de problème. Enfin, c'était pour vous le montrer. Non, mais peut-être voilà. juste, ça permet de dire que, par exemple, au Buttes-Chaumont, cette année-là, il y a eu 90 000 visiteurs qui ont été comptabilisés. Et donc, ça veut dire qu'il y a... Enfin, voilà, si on pense que ces chiffres sont exacts, et puis, a priori, ils le sont, puisque vu la population, enfin, la faune compacte qu'il y avait, la population compacte qu'il y avait dans le jardin, 90 000 visiteurs en une nuit pour une pièce d'art contemporain et pour des choses, des œuvres qui sont extrêmement exigeantes, c'est énorme. Enfin, c'est autant que les visiteurs du Macval en un an. Enfin, voilà, il y a... Enfin, c'est pour dire que c'était plus simple de travailler avec un parc de la ville de Paris, où il n'y avait pas de jauge, qu'avec un terrain militaire. Voilà. Mais alors là, on était vraiment dans la fête. Il s'est passé quelque chose dans ce jardin pendant toute la nuit. Les gens se regroupaient sur les pelouses. Ce sont les buttes, là aussi Oui, c'est c'est toujours la même... Voilà, il y a eu une espèce de magie dans ce parc que l'on n'espérait pas. Voilà. Alors ça, c'est un projet très particulier puisque donc tous les ans, traditionnellement, il y a un partenariat qui est monté avec la RATP. Et donc il y a la production d'une œuvre. Voilà, c'est un échange de services et la RATP ouvre des lignes pendant la nuit et puis voilà, il y a une coproduction d'une œuvre. Et en 2009, on avait imaginé, on a travaillé avec les ateliers de création radiophonique, donc qui étaient imaginés par France Culture et qui fêtaient leur 40e anniversaire. Donc pendant 40 ans, ils ont invité quasiment toutes les semaines tous les écrivains et les gens les plus extraordinaires du monde à penser une heure d'émission radiophonique. Donc voilà, il y avait un corpus incroyable. Et on avait donc c'était une pièce qui se déroulait en 2 temps. Dans les couloirs du métro de la ligne 11 était diffusée une version remixée des ateliers de création radiophonique par Patrick Vidal, qui est un DJ de boîte de nuit, donc qui n'a pas du tout de rapport à la parole ni à ce type de matériaux sonores. Donc, qui avait travaillé une bande son comme ça qui était diffusée dans les couloirs du métro. Et puis dans le kiosque du Luxembourg, Pierre Giner, qui est un artiste plasticien, avait formalisé, enfin avait transformé ce travail en sculpture, donc une sculpture qui diffusait comme ça tout ce qui était diffusé dans le métro. Et ça faisait le lien, évidemment, très précisément entre le nord et le sud de Paris. Et voilà. Mais ça n'était pas simple. Il y a eu beaucoup de contraintes. La RATP est toujours extrêmement en désir de travailler sur les projets artistiques, mais vous doutez bien que pour des raisons de sécurité, l'occupation, par exemple, de toutes leurs bandes sonores pose des tas de problèmes, parce que ce sont les espaces de diffusion des messages, d'alerte ou d'information. Voilà, donc c'est des expériences où on essaie de répondre à un désir, mais en même temps, celui qui émet ce désir, on émet aussi les limites, voire par moments les impossibilités. Et puis aussi, ça veut dire quand même qu'il faut aussi... non seulement on a fait des repérages, mais des repérages, mais ensuite on est allé voir tous les lieux, on est allé voir tous les responsables de lieux, et toute la programmation a été faite en concertation avec ces lieux-là. Ils sont faciles à convaincre, les gens ? Voilà, là où j'allais venir, c'est qu'on ne s'adresse pas de la même manière au Sénat qu'à la RATP. Et qu'on présente, voilà, c'est aussi, du coup, pour nous, alors ça ne concerne que l'équipe qui monte tout ça, mais ça veut dire aussi qu'il faut en permanence trouver les bons arguments, trouver le... Non, mais maintenant, ça marche tout seul, maintenant, Nuit Blanche, non ? C'est pas si simple que ça, parce que c'est de l'art contemporain, et c'est pas si simple. Avant de vous parler de ce projet, on peut vous parler de certains regrets. On est là pour faire un échange d'expérience. Hein. Il y a des lieux qui n'ont pas accepté. Le Panthéon, qui se trouvait évidemment tout près du Luxembourg, au croisement avec Normal Sup, voilà, ne nous a jamais répondu. À qui il appartient, le Panthéon ? Les monuments... Monum. Réunion des monuments ? Monum. Voilà. Le Val-de-Grâce, pour lequel nous avions un assez beau projet de Felice Varini. Ah oui. Donc,
hôpital militaire, oui, mais ça va merveilleuse pas. À la fois un hôpital et des militaires. Voilà, a finalement, a finalement refusé, nous expliquant que mais pour des raisons aussi pratiques, très très tôt le dimanche matin, il y a une messe à l'aube, et donc ils craignaient qu'on n'ait pas le temps d'enlever la pièce de Felice Varini, que leur public, entre guillemets, à eux, était un public visiblement, d'après eux, assez peu acquis à l'art contemporain. C'était peut-être l'occasion de faire un peu de prosélytisme, mais mais ça s'est très très gentiment passé. Le Trianon, la salle du Trianon, l'année dernière a refusé au dernier moment aussi, parce que finalement, eux sont dans une démarche commerciale de location de leur espace, et donc finalement, ils n'ont pas voulu participer. Ce qu'on a toujours vraiment en travers. Alors, et dans les mairies, puisqu'on est là, à la mairie, c'est simple de faire des choses? Dans les mairies, oui. Ici oui. Ah oui. Vous avez fait ici, à la mairie de Paris? Oui. Tous les ans, il y a quelque chose sur le parvis. Il y a une œuvre sur le parvis. Oui. C'est même normal. Enfin, il nous semblait impensable d'imaginer quelque chose sans que le commanditaire lui-même ne soit le réceptacle d'un projet. Non, avec la mairie, il y a des contraintes parce que il y a des contraintes aussi. Dans les cours intérieurs, il faut laisser toujours la place pour la sécurité, les pompiers, le passage des huissiers. Voilà, mais c'est des contraintes. C'est intéressant. En fait, c'est vraiment intéressant de travailler en dehors d'un musée, de travailler dans la vie et dans la ville. Et effectivement, ces contraintes qui peuvent être par moments des empêchements, mais la plupart du temps fabriquent aussi le sens. Enfin, nous font réagir, modifier. Et c'est intéressant. C'est un principe de réalité de la ville, quoi. Oui, puis je pense aussi que, au-delà de ça, je pense que la contrainte, elle est nécessaire pour l'élaboration de ce type de projet-là, et aussi pour les artistes. C'est-à-dire que tous ces lieux-là ne sont pas des lieux où on expose. A priori, il y a de temps en temps des excursions dans des musées ou dans des lieux qui sont des lieux d'exposition, mais c'est des lieux en activité, c'est des lieux qui ne sont pas des lieux d'exposition, qui ont des contraintes de sécurité, comme tous les lieux publics d'ailleurs. Mais voilà, donc il faut prendre tout ça en compte. Et puis il y a des temps de montage qui sont très très courts, puisque c'est ou des temps de démontage qui doivent être très courts, puisqu'il y a un office à 8h du matin et qu'il faut donc tout démonter. Et donc c'est extrêmement intéressant pour les artistes et pour les directeurs artistiques de penser à toutes ces contraintes-là, de les prendre en compte et de les inclure d'une certaine manière dans la définition des projets même, de ne pas les subir comme des contraintes, mais au contraire d'en faire des... je ne sais pas ce que serait l'inverse d'une contrainte, mais des forces. Voilà. En tout cas, les sortir de la quiétude de leur atelier, ou en tout cas d'un lieu plus facile à occuper. Oui, puis pour nous aussi, nous travaillons dans un musée, dans un lieu qui est fait qui a une forme de neutralité, justement pour mettre l'art en valeur. Nous travaillons aussi dans la durée, sur un moyen, voire sur un long terme, pour la constitution des collections. Et voilà, tout d'un coup, là, on travaille pour une nuit. C'est une année qui est consacrée pour une nuit uniquement, dans un contexte différent, qui n'est pas fait pour, mais qui certainement participe aussi de cette rencontre entre le grand public et l'art. Voilà, on est dans des lieux que les gens connaissent. Voilà, je pense aussi que cette tension participe à cette rencontre. Voilà, pour terminer sur un peu les difficultés parfois, la Grande Mosquée de Paris, en 2009, nous avons été extrêmement bien reçus. Et ça a été surtout pour nous aussi l'occasion de la rencontre avec son recteur, M. Boubaker. Toi, tu avais rencontré le responsable de Notre-Dame. On s'était un peu partagé les cultes. Et là, ça n'a pas été simple. On a invité Sarkis, qui est un artiste turc arménien installé en France depuis une quarantaine d'années, qui travaille sur le mélange des cultures, qui travaille beaucoup sur le mélange aussi des traditions et des origines, et qui a proposé ce film, avec cette vidéo accompagnée. Alors une vidéo que vous voyez qui n'est pas, qui ne montre pas d'image ou de représentation humaine. Il a eu dès le départ cette pensée pour le lieu, qui interdit évidemment toute représentation humaine. Et donc cette vidéo était accompagnée d'un morceau de John Cage. Et c'est là où nous avons quelques difficultés. Je vous raconte en 5 minutes. Oui. Voilà, on était en réunion avec tous les responsables de la Grande Mosquée. Nous étions très émus. Nous parlions d'art sumérien, de Ninive et de Babylone avec cet homme de grande culture qui est le recteur. Et puis un des responsables de la communication a commencé à nous dire que quand même cette musique n'était pas tout à fait pour lui traditionnelle, que dans le fond, il aurait préféré, lui, que nous proposions des œuvres à partir d'écritures arabes, enfin, dans un style plus décoratif et plus en harmonie avec l'espace.
Et le recteur a complètement clos le sujet en disant, écoutez, moi cette musique me fait... Oui, parce qu'elle faisait penser à des chants grégoriens. Et lui nous dit, non, finalement, non, c'est pas des chants grégoriens, ça me rappelle plutôt la musique orientale, la musique japonaise, voilà, nous y sommes, c'est plutôt ça. Et donc finalement, il avait complètement déplacé les enjeux religieux et culturels. Et voilà, il nous a accueillis à bras ouverts. Ça a été une des plus belles réalisations de cette année-là, avec donc cette occupation du jardin et puis cette occupation du patio, avec ces raies de lumière, ces rayons laser qui viennent taper c'est toujours beau, sur un extrait de rose qui est le parfum que sent la mosquée d'Ispahan, je crois, Damas, en Iran. La grande mosquée des Omeyyades. Oui. Alors c'était la première fois que la grande mosquée participait à Nuit Blanche, et c'est effectivement, Alexis a raison, c'était une des belles réussites de cette édition-là, et du coup à l'inverse, alors je ne sais pas s'il y a des images de ça, mais je sais pas si, mais Notre-Dame, oui, à l'inverse Notre-Dame, voilà, c'est un lieu de culte évidemment, donc il faut être aussi respectueux de ça, mais aussi un lieu extrêmement touristique, à l'inverse de la grande mosquée qui n'est pas un lieu touristique. Vous avez demandé pour Notre-Dame ? Et on avait invité donc Sylvie Fleury, qui est donc artiste suisse et qui avait investi les chapelles latérales. D'accord. Parce qu'il fallait absolument respecter. Voilà, il y a des milliers de gens qui vont à Nuit Blanche de toute façon, mais au-delà de la messe et indépendamment de Nuit Blanche, c'est de toute façon un lieu qui est extrêmement touristique. Donc comment est-ce qu'on intervient dans un lieu aussi historiquement chargé ? C'est pas rien, Notre-Dame. Un lieu aussi touristiquement chargé, voilà. Et donc en l'occurrence, je crois qu'on s'est planté, que c'était pas très très réussi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Allez, poursuit. On poursuit peut-être avec l'ultime problème. Après, on vous parlera plutôt de la typologie des projets, des œuvres participatives, spectaculaires ou de l'ordre de l'intime, avec cette pièce de Fabrice Hibert aux Batignolles. Alors voilà, les Batignolles, autre jardin parisien. Donc nous espérions que, donc ça c'était juste l'année dernière, nous espérions que comme au but de Chaumont, ce serait très très facile. Or, aux Batignolles, il y a déjà des occupants et qui nous ont posé un léger problème, qui nous ont, là pour le coup, quand même vraiment contraints, ce sont les canards. Les Batignolles accueillent une colonie de canards très très protégés. Alors, je ne sais plus son nom exact. Je ne sais plus non plus. Voilà, et qui a le sommeil assez léger et pour qui c'est assez dommageable de perturber le cycle de sommeil. D'accord, il ne faut pas perdre une nuit de sommeil. Voilà, donc alors là, c'est un projet sur lequel on est revenu 10 fois parce que voilà, il fallait suivre une certaine configuration et c'était une donnée, on pouvait ne pas l'accepter et ne pas y aller. Hein. Je veux dire, c'était aussi voilà, on acceptait la règle du jeu et donc nous avons invité Fabrice Hibert. Et les enfants ont adoré. Et Fabrice Hibert qui a lui-même convié une cinquantaine de super-héros, ou plutôt d'hyper-héros. Et donc on avait en même temps, là on a vu tout à l'heure Spider-Man, et là on voit Harry Potter et un personnage créé par Fabrice Hibert qui est l'homme-œuf. Et donc voilà, il y avait tous ces super-héros, donc de Karl Lagerfeld à Spider-Man en passant par Wonder Woman. Et une bande-son canard alors. Il n'y avait pas de bande-son, c'était silencieux. Et voilà. les canards ? Et les canards apparemment ont bien dormi. Voilà. Et surtout, cette édition 2011, donc, qui faisait une croix de Montmartre à la Nouvelle-Athènes et d'Anvers au Batignolles, nous permettait là vraiment de croiser des publics très différents. Batignolles, c'était donc un public extrêmement familial. Et voilà, donc le projet de Fabrice aussi jouait de cette rencontre avec les différentes générations et les différents âges. Voilà, Catwoman. Voilà, alors maintenant, on aimerait vous parler rapidement, parce que je crois que le temps passe, des différentes typologies de projets. Et puisque nous étions à Montmartre, qu'est-ce qu'on voit de Montmartre ? Évidemment, c'est Paris. Et donc, il y avait une sorte de boucle qui se bouclait. On a invité Renaud-Auguste Dormeuil à créer un projet complètement inédit. Il a réalisé en anamorphose et en bougie, au pied de Montmartre, une reproduction du ciel de Paris dans son temps, c'est-à-dire le ciel de Paris que nous ne verrons jamais.
voilà, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé sur des reconstitutions de ciel à la veille de catastrophes ou au moment de la découverte par Galilée de la lunette et de son utilisation surtout. Voilà. Et là, il se projetait dans l'avenir et il me semblait pour une nuit blanche et puis depuis un point de vue comme représente le bas du Sacré-Cœur. Voilà, c'était une très belle idée. Et donc ça, on était dans l'espace public complètement. Tous les escaliers de Montmartre étaient remplis. C'était vraiment la foule. Donc là, on est en même temps dans une œuvre spectaculaire, ouverte à tous et qui dure toute la nuit, en même temps dans quelque chose de l'ordre presque de l'invisible qui questionne notre avenir. Voilà. Mais alors là, donc du coup, une typologie d'œuvre radicalement différente, puisqu'il s'agissait d'une performance de Sachiko Abe dans l'Atrium des Modes, donc qui est cette école de mode qui est juste à côté du musée Gustave Moreau, qui est une architecture fin 19e, ça ressemble un peu à un petit bon marché, comme ça, quelque chose comme ça. Et Sachiko est donc une artiste japonaise qui a vraiment un travail de méditation, c'est quelque chose d'extrêmement fin, comme ça, silencieux. Donc cette performance, elle découpait des feuilles de papier de manière presque obsessionnelle, comme ça, et avec le son des coups de ciseaux qui étaient amplifiés. Et donc on avait il fallait que ce soit il fallait que l'attention soit soutenue. Oui, on n'était pas dans le bruit et la fureur de l'espace urbain. Les spectateurs étaient tout. Et les spectateurs rentraient petit à petit. Il y avait une très petite jauge. Elle s'arrêtait toutes les heures et demie. Et donc voilà, c'est aussi ça, Nuit Blanche. C'est aussi pouvoir montrer ce type d'œuvres qui sont des œuvres qui sont plus méditatives, plus intimes. Dans un lieu qu'on a découvert et qu'on a fait découvrir au public. On roule. Alors voilà encore. Ça, c'est une autre intervention de Tsuneko Tanushi dans une des chambres qui donne sur la rue de l'Hôtel Amour, toujours dans le 9e. Et une invitation de Christian Boltanski au théâtre de l'Atelier qui a essayé de renverser un petit peu la présence du spectateur, puisqu'il a imaginé cette Pythie qui, toute la nuit, suspendue comme un lustre dans les hauteurs du théâtre, toute la nuit a dit des prophéties. Et en fait, il avait tout organisé pour que le public rentre par le petit atelier qui se trouve à l'arrière de la scène du théâtre de l'Atelier. Voilà, donc ça aussi, c'était un spectacle très Vous très avez intime. pensé d'abord au lieu et ensuite aux artistes, ou d'abord aux artistes et ensuite au lieu? Un peu des deux en même temps. Oui, c'est ça. Ou ensemble. Oui. D'abord les lieux, quand même. D'abord les lieux, mais aussi avec... D'abord les lieux. D'abord les lieux. Mais Nuit Blanche, c'est aussi... par exemple, pour Boltanski, je trouve que c'est l'exemple typique c'est aussi une manière pour les artistes d'expérimenter d'autres formes et de se mettre en danger. Christian Boltanski n'avait jamais réalisé quelque chose de cet ordre-là, qui était plus de l'ordre d'une performance, d'un spectacle, quelque chose... Voilà, il n'avait jamais fait ça. Donc c'est aussi ça, Nuit Blanche. Alors, Nuit Blanche, c'est aussi des dialogues avec les artistes. Et Pierre Ardouvin, que nous avions invité il y a 2 ans, m'avait parlé d'un projet qu'il rêvait de faire un jour. C'était Purple Rain. Lorsque nous avons été à nouveau invités, nous lui avons proposé de réaliser enfin ce projet qui s'est tenu donc dans la fameuse cour d'Albret, donc la direction des affaires culturelles, rue des Francs-Bourgeois à Paris, qui est donc une cour fermée d'habitude, enfin peu visitée en tout cas. Et voilà, donc c'est une installation participative où il a plu toute la nuit. C'était d'autant plus étrange qu'il faisait 28 degrés cette nuit-là. C'était vraiment tropiques. Une des plus chaudes nuits de l'été à Paris, début octobre. Et donc, il pleuvait, les gens se promenaient sous cette pluie violette, entourés de ce rift de musique de Purple Rain de Prince qui reprenait toujours au début. Donc c'est une œuvre qui avait un caractère très, très envoûtant, mais aussi très mélancolique, car le mauve, c'est aussi la couleur de la fin du jour, c'est aussi une couleur assez romantique. Alors une autre typologie d'œuvres, il s'agissait de ce qui s'est passé aux arènes de Montmartre, qui était un projet de Marcello Maloberti, l'œuvre s'appelait Tarzan Noir, et on avait mené ça en partenariat avec le Centre d'art de Brétigny. Et donc c'est tout un travail de sociabilité, où en tout cas Marcello a travaillé avec des habitants de Brétigny-sur-Orge, et ils ont
conçu cette performance ensemble. Alors ils sont partis de Brétigny en RER en portant une quarantaine de tigres en porcelaine. Ils ont traversé tout Paris, ils sont arrivés à Montmartre, aux arènes, et puis ils ont détruit, ils ont cassé les tigres. Mais donc voilà, quand est-ce que il y avait en 2011 quelques œuvres comme ça qui étaient vraiment de l'ordre du rendez-vous. Alors voilà, il faut être là à ce moment-là, et en même temps, si on n'est pas là, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on manque quelque chose? Et on avait aussi envie de travailler cette question-là, la question du rendez-vous, et peut-être tordre la manifestation Nuit Blanche et d'essayer de la perturber un peu de l'intérieur. Allez, dernière image pour que ensuite le public puisse. Il y avait également, poser des questions. pour Pierre Mansat, cette idée aussi d'introduire les territoires périphériques aussi dans Paris, cette longue procession. Main, hein. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que beaucoup des centres d'art périphériques des différents départements participent aujourd'hui à Nuit Blanche. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Où ça? Ben là, oui. Au côté. Ah, nous? Oui. Ah, nous, on y a trouvé plus que. Nous, on ne voulait rien, donc nous, on a. Non, mais je parle des lieux, enfin, voilà. Chaque lieu permet le développement d'un projet particulier. C'est ça qui est intéressant, ce sont ces différentes situations qui fabriquent de nouvelles situations. Et juste un dernier mot sur une œuvre participative de Mélanie Manchot au lycée Edgar Quinet, qui a été une œuvre qui a été développée très très en amont, comme les projets de médiation avec la population, les associations de danse, les associations de quartier du 9e et du 18e, pour créer une sorte de bal comme ça pendant toute la nuit. C'est naturellement encore mieux si les conseils de quartier participent à tout ça. Oui, et puis, ce qu'il y a quand même de merveilleux et de terrible dans Nuit Blanche, c'est que ça n'est donc qu'une nuit. Et je trouve que de plus en plus, maintenant, il y a ce souci de préparer, de travailler en amont, de travailler pendant et de travailler après. Donc avec les conseils de quartier, avec les associations, avec les écoles, puisqu'il y a eu beaucoup de projets réalisés aussi dans des écoles pour, d'une certaine façon, quand même, d'étendre un petit peu aussi la durée. Merci beaucoup.